La nuit s'abat sur le plateau industriel de Sant'Agata Bolognese, et les ombres des machines s'allongent comme des silhouettes d'acier fatiguées. Au loin, le sifflement d'un moteur qui n'a jamais encore vu la lumière se mêle au cliquetis des outils, créant un concerto de tension. Une silhouette solitaire glisse entre les lignes de production, son visage masqué par la lumière tremblante d'une lampe à huile. C'est Gianni Paolo Dallara, 25 ans, le regard perdu dans une vision qui dépasse les frontières de son poste d'assistant. À côté de lui, Paolo Stanzani, l'esprit où chaque composant se réarrange, serre les dents en ajustant une petite pièce qui ne ressemble à rien d'autre qu'à un fragment de la Mini Cooper, récupéré clandestinement la veille. Leurs mains tremblent, mais la conviction les rend immobiles. Derrière les murs de la grande usine Lamborghini, le patron Ferruccio, ancien constructeur de tracteurs, se tient sur le podium de la réussite, brandissant les chiffres de production comme des trophées. L'entreprise, symbole de la puissance industrielle italienne, possède tout: capitaux, machines, un réseau d'exportation qui dépasse les frontières européennes. Pourtant, le secret que ces trois jeunes hommes nourrissent menace de fissurer la façade même de l'Empire. Le soir du 17 février, alors que le silence enveloppe la chaîne d'assemblage, ils débranchent le tableau de bord principal et, sous le bruit sourd des presses, installent le moteur qu'ils ont réorienté de 90 degrés. La logique est simple. Un V12 placé au centre du châssis donnerait à la voiture une maniabilité inégalée, un symbole de supériorité sur les circuits européens. Mais la réalité du plan s'inscrit dans une mécanique qui n'était jamais destinée à supporter une telle charge. Dans les rues de Bologne, les familles des ouvriers se rassemblent autour de leur petite cuisine, le parfum du café se mêlant aux nouvelles du jour. Les journaux annoncent que Lamborghini prévoit d'écraser la concurrence avec un nouveau modèle de luxe. Mais personne ne devine que sous la surface brillante se forge un secret qui pourrait tout remettre en cause. Au même moment, dans les couloirs du conseil d'administration, les exécutifs discutent des prévisions de vente, ignorant que le cœur de la future Miura bat déjà dans l'atelier nocturne, caché sous des feuilles de métal et des plans griffonnés à la hâte. Le poids du futur s'alourdit chaque minute, chaque vis serrée, chaque souffle de la petite équipe qui travaille à l'abri des regards. Alors que les premiers rayons d'aube percent à peine le voile gris du ciel, Dallara regarde le prototype terminé, l'éclat d'une huile fraîche reflétant un avenir qui pourrait soit les élever, soit les écraser. Une voix dans l'obscurité lui glisse à l'oreille. Si le monde découvre que notre moteur n'est qu'une copie détournée, le rêve s'effondrera avant même d'avoir roulé. Le frisson de la rébellion se mêle à la peur du scandale, et le spectateur se retrouve à se demander ce qui pousse un artisan à trahir la pureté de son art au nom d'une ambition partagée. Quel prix la vérité devra-t-elle payer pour se révéler? Et surtout, que décide-t-il de faire lorsque la première lumière de la journée viendra éclairer le prototype, prête à être exhibée au Salon de Genève? Répondez dans les commentaires. Seriez-vous prêt à protéger un secret qui pourrait changer le cours d'une industrie? Ou laisseriez-vous la vérité éclater, même si cela signifiait la chute d'un géant? Partagez votre avis. Chaque perspective enrichit la compréhension de ce moment décisif. Les jours s'égrenaient dans la petite ville de Sant'Agata Bolognese, où les ruelles pavées résonnaient du cliquetis des outils et des murmures de ceux qui rêvaient de dépasser les limites du possible. Dans l'atelier de la Fiat, trois figures se distinguaient: le jeune dessinateur Giancarlo Dali, l'ambitieux mécanicien Paolo Stanzi et le pilote téméraire Robert Walters, revenu d'Amérique avec le sang chaud des courses clandestines. Chacun portait en soi la flamme d'une révolte silencieuse, alimentée par le souvenir d'une Italie qui, depuis les heures de la guerre, s'était vue refuser la place au panthéon de la vitesse. Leur défi n'était pas seulement technique, il était personnel. Prouver à leur père, à leurs épouses, à la petite fille qui attendait à la fenêtre du lycée, que le génie italien pouvait écrire son propre hymne à la liberté. Dali, aux yeux toujours embués de dessins de courbes, passait ses soirées à griffonner des esquisses de carrosserie qui défièrent les lois de l'aérodynamique. Chaque ligne naissait d'une promesse, celle d'une silhouette qui couperait l'air comme une épée dans la nuit. La nuit, lorsqu'il rentrait chez lui, sa mère l'attendait à la porte, un tissu à moitié usé pour essuyer la sueur de son fils. « Tu vas finir brûlé, Gianni », murmurait-elle, non pas par crainte,
mais par l'amour qui anticipait le sacrifice d'un rêve. Loin des mots, la décision de Dali se cristallisa en un choix irréversible. Dessiner une voiture qui placerait le moteur non pas à l'avant, comme le faisaient la plupart des constructeurs, mais au centre, en le cachant derrière le cockpit, comme le cœur d'un faucon prêt à se lancer. Stanzi, quant à lui, vivait entre les boulons et les calculs, chaque soir ajustant les ratios de compression comme s'il réglait le tempo d'un orchestre. Son père, ouvrier d'usine depuis la fin de la guerre, avait vu s'effondrer les promesses de la reconstruction italienne, et la lourde silhouette du vieil homme se reflétait dans chaque porte de la chaîne de montage. Le jeune mécanicien, voulant rompre avec ce passé, décida d'emprunter le V12 de la Mini, le retournement de 4 à 90 degrés, convaincu que la transversalité même du moteur pouvait devenir le moteur central d'une nouvelle légende. Dans le silence des nuits, où la lumière des néons se reflétait sur la tôle, il pensait à sa sœur, qui attendait un emploi stable. Cette pensée, mêlée à l'adrénaline de la découverte, le poussait à prendre ce risque qui, à chaque rotation du vilebrequin, faisait trembler la fondation même du respect pour la tradition. Walters, pilote au visage gravé par les vents de Californie, revenait à chaque réunion avec la ferveur d'un conquérant. Il avait vu les routes d'Hollywood s'allumer de moteurs rugissants, mais il savait que la vraie puissance se cachait derrière le silence d'un circuit fermé. Son passé était jonché de courses où les roues frôlaient le bord du précipice, et chaque chute laissait des cicatrices invisibles sur son âme. Il convainquit Dali et Stanzi que sans un test en vrai, leur œuvre resterait un simple croquis. Le pacte fut scellé un soir de septembre, lorsque le trio, à bord d'un châssis de ferraille, se lança dans une virée clandestine à travers les collines de la campagne lombarde. Le moteur hurla, et la voiture bondit comme un faucon qui, une fois levé, ne pouvait plus retomber. Cette première sortie, où les pneus crissaient contre le gravier, fut le premier point de non-retour. Ils avaient désormais gravé dans le métal le goût d'un avenir qui ne pouvait plus être effacé. Le lendemain, la ville fut secouée par la fuite d'une rumeur. Un représentant de Ferrari, arrivé incognito, questionna le directeur de l'usine sur la viabilité d'un tel projet. Les hauts dirigeants de Lamborghini, encore sous la férule de Ferruccio, le considéraient comme un caprice de jeunes ingénieurs, un leurre qui dévierait les capitaux vers d'autres projets plus sûrs. Face à cette indifférence officielle, le trio décida de travailler à la lumière d'une lune pleine, à l'abri des regards, utilisant chaque seconde de la pose de la chaîne de montage comme une fissure dans le mur de l'obéissance. Chaque soudeur, chaque soumissionnaire qui recevait une pièce griffonnée, ressentait l'écho d'un secret partagé, une promesse qui se matérialisait en une forme de métal luisant, prête à défier le temps. L'ampleur de leurs actes prit alors une dimension plus vaste. L'industrie automobile italienne, dominée par les géants de la voie rapide, commençait à sentir la présence d'une nouvelle force, un souffle qui aurait pu réécrire l'histoire du prestige mécanique européen. Les usines de Turin, les fournisseurs de composants à Milan, tout le réseau industrialisé se parait de nouveaux chiffres, prévoyant des augmentations de production pour répondre à la demande croissante de voitures sportives. Mais dans la petite chambre de la mère de Dali, les factures s'accumulaient, et le bruit du chantier extérieur résonnait comme un rappel que chaque progrès industriel pouvait se traduire en difficultés domestiques. Ainsi, le micro-univers des familles se liait à l'énorme machine du capital, chaque vis serrée dans le moteur central, rappelant l'enveloppe qui attendait sur la table de la cuisine, prête à être ouverte par la main tremblante d'une femme inquiète. Au cœur de cette ascension, un détail crucial se matérialisa. Le prototype, surnommé le Phénix, avait besoin d'un calibrage précis du système d'alimentation en carburant, sous peine de déclencher une combustion incontrôlée. Stanzi, en pleine nuit, décida d'ajouter un dispositif d'injection inspiré d'une technologie américaine, afin d'optimiser la puissance sans alourdir le châssis. Ce choix, légitime dans le feu de la création, introduisit une complexité qui rendrait impossible toute rectification future. Le risque était d'autant plus grand que les fournisseurs de carburateurs, habitués aux standards italiens, ne pouvaient anticiper le comportement du nouveau système. Chaque goutte de carburant qui s'infiltrait dans les chambres du moteur faisait vibrer le bois du plancher de la petite maison où Dali dormait, comme si la machine elle-même pleurait pour les vies qu'elle allait mettre en danger.
Le temps passait, et chaque jour qui s'écoulait consolidait l'idée que la Miura deviendrait plus qu'une simple voiture. Elle deviendrait le symbole d'une génération qui voulait briser les chaînes du passé. Les investisseurs, alertés par les rumeurs de performances exceptionnelles, commencèrent à affluer, leurs capitaux prêts à soutenir ce qui pouvait devenir l'emblème d'une renaissance industrielle. Les ouvriers de la chaîne de montage, inspirés par les exploits des trois visionnaires, redoublaient d'efforts, croyant à la promesse d'un avenir meilleur. Mais à chaque nouvelle pièce collée, chaque nouveau circuit soudé, le poids de la responsabilité grandissait, comme une ombre qui s'allongeait inexorablement derrière eux. Alors que l'échéance du premier test public se rapprochait, un appel d'un ingénieur inconnu résonna dans les couloirs de l'usine. Il venait de découvrir que la modification du système d'alimentation pouvait entraîner une surchauffe du bloc moteur lorsqu'il serait sollicité à pleine charge. Le message était bref, mais il contenait une menace silencieuse, celle d'une défaillance catastrophique qui, si elle était dévoilée, aurait pu briser la crédibilité du projet en un instant. Le trio, face à ce dilemme, décida de garder le secret, convaincu que l'élégance de la silhouette et la puissance du moteur compenseraient le danger latent. L'avenir de la Miura se jouait désormais sur un fil dont la rupture pouvait entraîner l'effondrement de leurs rêves, de leur famille et de la réputation d'une industrie entière. Comment pensez-vous qu'ils ont pu justifier ce silence ? Partagez votre avis dans les commentaires. Avez-vous déjà été confronté à un choix où la vérité semblait trop lourde à porter, au risque de tout perdre ? Quels secrets ont-ils choisi de protéger à tout prix, au point de risquer leur carrière, que nous découvrirons dans la suite ? Le jour où la Miura devait s'imposer au Salon de Genève, la tension dans les couloirs de la villa de la famille Lamborghini était palpable. Au fond du grand hall d'exposition, l'éclat du verre reflétait les yeux curieux de chaque journaliste, chaque collectionneur, comme si le futur se lisait dans un halo d'acier poli. Mais derrière les rideaux de velours, le cœur du projet battait en secret, dissimulé sous une cloison de bois. Le compartiment moteur était presque vide. Les trois ingénieurs qui avaient forgé le rêve, le jeune dessinateur qui n'avait jamais vu un V12 en pleine action, le maître soudeur habitué à la chaleur des fours, le pilote de test dont les mains tremblaient encore après la première rafale, avaient décidé de présenter une silhouette qui ne contenait qu'une coquille d'acier, afin de masquer l'absence d'un composant vital. Leur logique était froide et implacable. La révélation d'un moteur incomplet aurait brisé la légende naissante, et la stratégie marketing devait triompher de la vérité technique. À l'extérieur, les investisseurs se pressaient, les concessionnaires murmuraient entre eux. Le prestige de la marque était à son apogée. La Miura, présentée comme la première supercar à moteur central, s'apprêtait à devenir le symbole d'une ère nouvelle. À l'intérieur, la décision de camoufler le vide était déjà prise, et les techniciens de l'atelier avaient passé la nuit à installer des panneaux décoratifs, à coller des pièces de rechange inutiles, à créer l'illusion d'une puissance prête à rugir. La vérité n'était qu'une omission, un silence construit à la force d'une poignée de mains pactisées. Le premier test réel se déroula sur la piste de la ville de Torino, où le pilote, en quête de sensations, sentit la voiture se soulever, comme un cheval de course qui aurait perdu son centre de gravité. Le chariot, allégé d'un poids inattendu, se comportait comme un faucon qui peine à atterrir. Une série d'accélérations brutales provoqua la perte de contrôle, les roues quittèrent l'asphalte, la carrosserie fut projetée contre la barrière de sécurité et le pilote, enroulé dans les sangles de son harnais, se retrouva avec le cou brisé en 2 fragments. L'accident, loin d'être un simple incident, devint le premier signal d'alarme que l'équilibre de la Miura était fondamentalement compromis. Dans une petite ville du Piémont, les familles des ouvriers qui travaillaient sur le projet reçurent le même matin les nouvelles du crash. Le père de Gianni, menuisier du quartier, pleura en apprenant que son fils, qui passait ses week-ends à assembler les pièces dans l'atelier, était gravement blessé. La douleur d'une mère qui voyait son enfant rentrer le soir, le visage marqué par la fatigue, fut remplacée par le tableau d'un garçon hospitalisé, les yeux ouverts sur un plafond blanc, incapable de prononcer un mot. La communauté, soudainement ébranlée, sentit le poids d'un rêve qui s'effondrait comme une tour de cartes. À l'échelle macro,
Les partenaires industriels qui avaient misé sur la Miura se retrouvèrent confrontés à un dilemme. Les fournisseurs de composants électroniques, qui avaient signé des contrats d'exclusivité, virent leur stock s'accumuler sans être commandés. Les banques, qui avaient accordé des crédits massifs à la vision de Ferruccio, se trouvaient face à des bilans qui vacillaient entre la confiance et la crainte. Le conseil d'administration, dans une salle d'attente feutrée, débattait de la meilleure manière de protéger l'image de la marque. Certains proposèrent d'ajouter un supplément de puissance au moteur existant, d'autres d'accélérer le lancement du prochain modèle pour détourner l'attention. Mais la vérité du sabotage mécanique restait un fardeau invisible, pesant sur chaque décision. Le soir même, l'un des journalistes de la presse automobile, intrépide et avide de scoop, décida de s'aventurer derrière le podium pour inspecter le moteur. Il fit le geste d'ouvrir le capot, mais un garde, recevant l'ordre de ne rien révéler, le frappa d'un coup de matraque. Le journal lendemain ne rapporta qu'une brève mention d'un V12 puissant, sans jamais lever le voile sur l'absence de composants. Cette dissimulation fit naître un mythe qui nourrira les collectionneurs pendant des décennies. Mais le silence imposé par la violence fut le prélude à une série de mensonges qui s'enchaînèrent, chaque mensonge alourdissant la charge de la conscience collective. Le choc se répéta lorsqu'un propriétaire, séduit par la promesse d'une puissance inégalée, fit l'acquisition d'une Miura fraîche sortie du showroom. En pleine route, la voiture s'enflamma à cause d'une mauvaise ventilation des injecteurs, un défaut né de la précipitation qui avait conduit à négliger les tests d'étanchéité. Le feu dévora la carrosserie, laissa des traces de suie sur la chaussée et provoqua la mort de 2 passagers, leur famille restant à jamais marquée par la perte d'une vie fauchée par une décision économique. Les assurances, en enquêtant, découvrirent que la cause première était l'absence d'une étude thermique, une étape que les ingénieurs avaient volontairement contournée pour gagner du temps. Dans les ateliers de la ville de Modène, où les pièces de rechange pour la Miura étaient produites, les ouvriers virent leur poste menacé par la chute des ventes. Leurs syndicats, pourtant solidaires, durent faire face à une vague de licenciements qui s'étenda jusqu'aux rivières du Pô, laissant des foyers sans revenus, des écoles fermées, des commerces qui fermaient leurs portes derrière des vitrines poussiéreuses. La communauté, qui avait jadis pu se targuer d'une industrie florissante, se retrouva à l'orée d'un déclin qui, sans le remède d'une nouvelle vision, pouvait devenir irréversible. Chaque erreur s'accumula, comme les maillons d'une chaîne qui, une fois tendue, ne pouvait plus être détachée. La décision de masquer le vide du compartiment moteur, prise avec l'espoir de protéger un rêve, se transforma en un catalyseur de catastrophe, touchant à la fois les pilotes qui perçaient le ciel et les familles qui luttaient pour garder un toit au-dessus de leur tête. La perte de confiance, invisible mais palpable, pénétra les couloirs de la direction, où les dirigeants se demandèrent s'ils avaient sacrifié l'intégrité au nom de la gloire. Vous avez suivi le déroulement de ce drame. Vous avez vu comment une stratégie de dissimulation a conduit à la désintégration d'un projet qui aurait pu devenir légendaire. Diriez-vous que garder le secret était un choix inévitable, ou aurait-on pu imaginer un autre chemin? Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous si vous auriez, à la place de ces ingénieurs, refusé de couvrir la vérité, même au risque de perdre le projet. Mais alors que la vérité s'élevait dans l'air chargé de fumée, une découverte inattendue, cachée dans les plans griffonnés d'un assistant secret, promettait de révéler l'ultime composant dont la Miura se servait pour masquer son défaut le plus cruel. Quel secret pouvait encore se cacher dans ces feuilles jaunies? Et pourquoi n'avait-il jamais été exposé? Le 21 octobre 1962, le bruit d'une perceuse déréglée venait de se mêler au coup de marteau d'un petit atelier de Sant'Agata Bolognese. Un mécanicien du nom de Marco Bianchi, la cinquantaine, tenait entre les doigts une feuille jaunie par le temps. Ce n'était pas un simple schéma de piston. C'était le premier dessin officiel du moteur qui, 5 ans auparavant, avait été présenté comme l'âme purement italienne de la nouvelle supercar. Les lignes tracent une architecture inspirée d'une Mini Cooper britannique, un secret que les dirigeants de l'usine avaient soigneusement dissimulé derrière des verrous d'acier et des accords de confidentialité. Marco, qui avait travaillé sur la chaîne d'assemblage depuis l'ouverture de la ligne, n'avait jamais osé lever le voile. Ce jour-là,
il décida que la vérité ne pouvait plus rester cachée. À l'échelle de l'entreprise, la révélation eut l'effet d'une explosion dans un hangar plein de poudre à canon. Les actionnaires, déjà nerveux à cause des derniers déboires des courses européennes, virent leur portefeuille s'effondrer. En moins de 15 minutes, le cours de l'action, qui l'avait fait grimper à la hauteur de la moitié du millier, plongea de 40%. Les analystes téléphoniques, sous le choc, se ruèrent sur les écrans de Bloomberg, lançant des alertes rouges et des appels à la vente massive. Le conseil d'administration, jusque-là confiant dans son image d'innovation, se retrouva à devoir expliquer le défaut de transparence aux investisseurs, tout en essayant de contenir la panique qui menaçait de détruire la réputation de l'entreprise à l'échelle mondiale. Mais le bruit le plus percutant était celui qui se faisait entendre dans les ruelles de la petite ville de Bologna, où l'usine fournissait plus de la moitié des emplois locaux. Le fils unique d'une couturière, Luca, avait toujours rêvé de conduire la merveille aux lignes épurées, mais son père, un ouvrier spécialisé en soudure, dut faire face à une mise à pied brutale dès que le scandale fut médiatisé. Les factures des fournisseurs, autrefois réglées dans les délais, se retrouvèrent en suspens, et les petites usines de pièces détachées, qui ne pouvaient plus compter sur les commandes de la marque, furent contraintes de réduire leurs effectifs, laissant des dizaines de familles sans revenus stables. Le visage de la ville, autrefois illuminé par les feux d'artifice des lancements de nouveaux modèles, se teintait désormais d'une fatigue sombre, à mesure que les portes se fermaient une à une. Les médias, avides de drame, se emparèrent du récit comme d'un roman noir. Un article de la Financial Times titra « L'ombre d'une copie britannique sous le capot italien », tandis que les chroniques automobiles françaises décrivaient le coup de grâce comme « la chute d'un titan aux racines fragiles ». Sur les plateaux de télévision, les commentateurs évoquaient la perte de crédibilité comme une blessure profonde qui mettrait des décennies à guérir. Sur les forums de passionnés, des experts débattirent longuement du caractère réellement novateur du châssis, tandis que d'autres clamèrent que le succès de la voiture tenait plus à son design flamboyant qu'à la pureté de son moteur. Dans le même temps, les ingénieurs qui avaient signé les plans initiaux, maintenant ostracisés, se retrouvaient dans les couloirs de la recherche de l'université de Milan, leur carrière compromise par le scandale. Le chef de projet, Alberto, qui avait longtemps soutenu que la décision de masquer l'origine du V12 était justifiée par la nécessité de protéger la marque, écrivit une lettre de démission, la posant sur le bureau du directeur comme une pierre de touche. Il confessa, en des termes mesurés, que le choix de cacher les faits était né d'une culture où la réussite immédiate prime sur l'intégrité à long terme, et que chaque jour depuis, il avait vu la tension se muer en un véritable fardeau. Les conséquences environnementales, souvent passées sous silence, se révélèrent tout aussi brutales. Des feux d'atelier, déclenchés par des défaillances du système d'évacuation du carburant, embrasèrent plusieurs garages où la voiture était testée. Les flammes, alimentées par les résidus de l'essence à haute teneur en octane, consumèrent des stocks complets de pièces, forçant les assureurs à déclarer des pertes totales. La communauté médicale de la région fut prise d'assaut par des admissions de brûlures graves, notamment chez les techniciens travaillant à proximité directe du moteur, dont les visages portèrent les marques de la tragédie que la publicité n'avait jamais montrée. Les hôpitaux, submergés, virent également leur budget réduit par une municipalité qui, en réaction au scandale, avait choisi de réorienter les fonds publics vers la réhabilitation de l'infrastructure routière, laissant les soins d'urgence à la merci de la conjoncture économique. À l'échelle internationale, les constructeurs concurrents profitèrent de l'ouverture du rideau. Mercedes-Benz lança une campagne agressive sur la fiabilité, tandis que Porsche, en pleine expansion, intensifia son recrutement d'ingénieurs, attirant ceux qui n'avaient jamais osé s'aventurer dans les méandres du secret italien. Les partenariats de la firme italienne avec des fournisseurs étrangers furent remis en cause, de nombreux contrats annulés sous pression, entraînant un effondrement de la chaîne d'approvisionnement qui aurait pu, dans un autre scénario, faire vaciller l'ensemble du secteur de la supercar. Les familles affectées, pourtant parfois reléguées à de simples statistiques, continuèrent à vivre leur drame au quotidien. Maria, mère de 2 enfants, qui avait travaillé pendant 14 ans sur la ligne d'assemblage, chercha à joindre les 2 bouts en vendant des produits d'occasion au marché local. Son mari, décédé dans un accident de la route alors qu'il se rendait à l'usine malgré un avis de danger,
n'était plus que le souvenir d'un homme qui avait cru en la promesse d'un avenir meilleur. Les enfants, eux, grandirent au son des sirènes d'urgence, apprenant que la sécurité d'une nation, souvent proclamée comme inviolable, pouvait être brisée en une fraction de seconde. Dans les couloirs du siège, les cadres supérieurs, face au débâcle, mirent en place un plan de crise qui, paradoxalement, ne faisait qu'aggraver la situation. Un communiqué officiel, rédigé à la hâte, tentait de minimiser la portée du mensonge, affirmant que le développement technologique était une évolution naturelle et non une appropriation. Cette tentative d'atténuer la vérité suscita la colère des médias, qui virent en elle une nouvelle preuve de l'impossibilité de maîtriser la vérité. Les réseaux sociaux virent fleurir des mouvements de rejet. Le hashtag Truth in the Engine devenant viral en moins d'une journée, poussant les forums à s'embourber dans des débats enflammés. Pourtant, au cœur du chaos, un élément demeurait intact, comme un phare qui refuse de s'éteindre. Un petit groupe d'ingénieurs, découragés mais déterminés, se réunissait clandestinement dans l'arrière-cuisine d'un café de la ville, où ils partageaient des diagrammes griffonnés à la lueur d'une lampe à huile. Ils discutaient de la possibilité de redéfinir le moteur, de le réinventer, en partant du principe de la transparence totale, tout en gardant la légèreté qui avait fait la renommée du design. Ce dialogue secret, loin des projecteurs, portait l'espoir d'une résurrection, d'une renaissance qui, si elle se concrétisait, pourrait restaurer la confiance perdue et offrir une lueur d'espoir aux familles endeuillées et aux investisseurs désabusés. Mais la question demeure, suspendue comme une note de musique dans le silence qui succède à ce vacarme. Que se passerait-il si les documents découverts ne révélaient qu'une partie de la vérité, laissant un fragment essentiel encore caché dans les carnets de laboratoire de l'époque? Une énigme qui promet de redessiner les contours de ce qui a été présenté comme le point d'orgue d'une génération. Vous avez suivi cette descente aux enfers ? Partagez dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place de Marco, confronté au dilemme du secret versus l'honneur. Pensez-vous qu'une confession aurait pu sauver plus que de détruire ? Vos avis éclaireront le prochain chapitre de cette saga. L'écho des moteurs qui s'estompent dans les rues de Sant'Agata Bolognese résonne toujours comme le battement d'un cœur qui refuse de s'arrêter. La Miura, née d'un compromis clandestin, a laissé une empreinte indélébile sur l'industrie automobile. Chaque silhouette anguleuse qui traverse les podiums modernes porte en son sein l'ombre d'un V12 inversé, la géométrie qui a défié la gravité et la logique des années 70. Des ingénieurs de Ferrari à des designers de Porsche, ils ont tous lu dans le silence du passé le schéma d'un moteur qui, lorsqu'il est placé au centre, redéfinit la dynamique du véhicule. Cette décision, prise dans l'obscurité d'un atelier, a engendré une cascade de révolutions. La propulsion arrière a cédé la place à la traction centrale. Les lignes de caisse ont abandonné la symétrie classique pour épouser la forme du flux d'air. Et la quête de la vitesse pure s'est muée en une obsession de l'équilibre. Pourtant, derrière chaque ligne épurée se cache la trace d'une famille qui a vécu le frisson de l'innovation et la désolation du doute. Le père de Paolo, mécanicien au petit atelier de Modena, a appris à changer l'huile d'une Miura à l'âge de 12 ans, seulement pour voir son fils perdre l'emploi à la suite d'une restructuration brutale. Ses yeux, fatigués par les éclats de métal, ont observé les flammes qui ont consumé le garage où il réparait les premières Miura, des flammes rappelant le feu secret qui avait grillé le prototype original lorsqu'un fil de connexion mal isolé a sauté. La ville, autrefois animée par le ronron des moteurs, a vu ses rues se vider, les cafés perdre leurs habitués et le silence se glisser dans chaque porte métallique, comme un voile sur les rêves d'une génération. À l'échelle industrielle, la Miura a introduit le concept même de supercar comme produit de luxe, mais elle a aussi déclenché une course au brevet qui a contraint les plus grands constructeurs à investir des milliards dans la recherche de technologies alternatives. Les capitaux qui, hier encore, affluaient sans cesse vers les showrooms, se sont retrouvés à financer des laboratoires où des ingénieurs, inspirés par le design de la Miura, ont développé des systèmes de récupération d'énergie cinétique qui aujourd'hui alimentent les voitures hybrides de nouvelle génération. La même énergie qui a permis à la Miura de dompter la piste a trouvé, quelques décennies plus tard,
sa place dans les turbines qui propulsent les avions de ligne les plus modernes. Un secret que seules les archives internes de l'entreprise connaissent encore. Le plus surprenant, personne ne le sait vraiment, est que le tableau de bord de la première Miura comportait, dissimulé sous une couche de vernis noir, un petit capteur de température capable de détecter une variation de 2 degrés. Ce dispositif, jamais mentionné dans les fiches techniques officielles, était destiné à prévenir la surchauffe du moteur central. Mais il a été désactivé pour ne pas alourdir le poids du tableau. Cette décision, prise pour améliorer les performances à court terme, a été la cause première de plusieurs accidents graves sur les circuits européens, où la chaleur du moteur dépassait les limites de sécurité. Les pilotes, héros de la piste, ont payé le prix de cette négligence avec leur vie, leurs familles portant les cicatrices invisibles d'une course à la vitesse sans conscience. La leçon, si elle peut être tirée, ne se trouve pas dans la beauté d'une carrosserie, ni dans le rugissement d'un V12. Elle réside dans la façon dont la vérité est manipulée, dans le choix de protéger un mythe au détriment d'une vraie sécurité. Aujourd'hui, alors que les constructeurs se lancent dans la course vers la mobilité électrique, ils retrouvent les mêmes dilemmes. Révéler un brevet qui a été inspiré par une technologie tierce, ou garder le silence pour préserver un avantage compétitif. L'histoire de la Miura montre que le mensonge peut alimenter une légende, mais il construit aussi un piège dont il est difficile de s'échapper. Si les géants du secteur décident de masquer leurs failles, ils s'exposent à un effondrement plus brutal que celui d'un simple moteur qui se bloque. Dans les rues de Turin, les enfants qui jouent avec des répliques miniatures de la Miura ne connaissent pas le drame qui se cache derrière leurs jouets en plastique. Leur rire, accompagné du bourdonnement d'un moteur imaginaire, porte la promesse d'un futur où la passion dépasse la technologie. Mais derrière chaque sourire se trouve la mémoire d'un mécanicien qui, une nuit, a découvert un vieux plan d'ingénierie, encore imprégné de l'encre de la première version du moteur central, un document qui n'était jamais censé sortir des tiroirs du service archivistique. Ce plan, s'il était rendu public, pourrait bouleverser la perception même de l'innovation italienne, remettre en cause la légitimité de toute une génération de conception. Alors que le soleil se couche sur les collines de l'Émilie-Romagne, un silence persistant semble annoncer une nouvelle révélation. Quel secret encore enfoui dans les archives de la société attend d'être dévoilé ? Un aperçu de la prochaine génération ? Ou bien la preuve que l'histoire que nous célébrons n'est qu'une partie d'un récit plus vaste ? Les réponses à ces interrogations se cachent à la première lueur du jour suivant, où un ancien employé du service technique, aujourd'hui retraité, ouvrira enfin le coffre contenant les dessins originaux du moteur central, une œuvre qui pourrait réécrire les manuels de l'ingénierie automobile. Dites-nous ce que vous en pensez. Pensez-vous que la transparence peut réellement sauver les entreprises de demain, ou que le mythe est une nécessité pour survivre dans un marché impitoyable ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et laissez-vous porter par la même curiosité qui a conduit les premiers ingénieurs à oser rêver d'une voiture qui défierait le temps.